Déjà, j'aimerais, dans un premier temps, avant que je me présente et que je me lance, remercier, chaleureusement, Tiffany et son équipe, Morgane de m'avoir invité, à ce colloque, avec des intervenants de qualité, hein, les déjà les 2 interventions de ce matin, ont donné le ton quand même, donc vraiment merci pour ça et du coup, moi, l'intervention que je vais proposer, ça tombe très bien, ça va faire une synthèse des 2 interventions. Ah bah, c'est vraiment parfait, autour de ça, donc ça tombe très bien. Déjà, juste pour qu'on puisse se poser un petit peu, savoir qui y a un petit peu dans la salle, est-ce que c'est possible de lever la main pour ceux qui seraient diététiciens? Déjà, vous apprenez que je suis diététicien? OK, OK. Hem, D'autres professionnels de santé peut-être? Ouais, OK. C'est globalement quelle profession? Infirmière, médecin, aide-soignante, infirmière? Pareil? Infirmière? Et là-bas? Médecin. D'accord. Super. Et des citoyens simplement curieux ou des travailleurs sociaux, éducation nationale, ouais. Infirmier à l'éducation nationale? EduxP, super. Animatrice socioculturelle, super. OK. Et peut-être des personnes qui sont patients aussi, pas obligé de lever la main, mais, personnes qui peuvent être patients, qui ont une expérience aussi du parcours, de soins, ça peut être aussi une vraie expérience de vie, une vraie compétence. Hem, donc si je fais ça, c'est oui, on peut être les 2. Exactement. Et on peut être les 3. En tant que patiente, en tant qu'infirmière et aujourd'hui, en thérapie alternative puisque je travaille en tant qu'hypnothérapeute. Pareil pour ma copine, donc sur 3 tableaux. Ouais, super. Donc le regard tous les regards vont nous intéresser et ça va être le lien avec la complexité, du vivant humain. Si je fais ça, c'est pour que je puisse savoir un peu qui il y a dans la pièce, dans la salle, pour que je puisse m'adapter, quand on va échanger, quand on va avoir des échanges, parce qu'on va être moi, mon intention, c'est qu'on soit dans une co-construction, qu'on soit dans une éducation. Je suis le monsieur qui a été chiant, qui a dit, information versus éducation, c'est pas la même chose. Et on va être justement dans cette co-construction pour s'approprier le savoir et pas qu'il reste à l'extérieur de vous. Hem, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc je m'appelle Duncan Benveniste, je suis diététicien, spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Donc moi, j'ai monté des programmes d'éducation thérapeutique à destination de ces patients-là. J'accompagne en cabinet actuellement ces patients-là. Eux également dans l'obésité, et les maladies chroniques en général. J'ai une formation, continue, autour des approches, motivationnelles et psychocorporelles, sur la méditation de pleine conscience, entre autres. Peut-être que certains ont déjà entendu parler. On va y faire référence, hein, parce que ça va nous intéresser, hein. L'hypnose, le focusing, la thérapie d'acceptation et d'engagement, plein de trucs, voilà, hypnose, par exemple. Alors, approche motivationnelle et psychocorporelle, on va voir que, ça peut nous intéresser autour de la diététique. Je suis aussi ingénieur pédagogique en santé, donc j'accompagne des équipes soignantes, aussi des travailleurs sociaux sur toute la France pour, les aider à formaliser justement des programmes éducatifs, pour que les patients puissent favoriser les changements de comportement, être dans un mieux-être et le bien-être. Ça tombe bien, la thématique de la journée, c'est sur le bien-être. Et je fais un doctorat également sur, qui mélange éducation thérapeutique et pleine conscience sur une thématique qui me tient à cœur, qui est, comment stimuler l'autonomie des patients vivant avec une obésité à partir de la perception corporelle? Comment cet entraînement à aller voir cette perception corporelle peut nous aider à stimuler cette autonomie? Donc on va pas forcément beaucoup l'évoquer, on va y faire référence, on pourra discuter, papoter autour de ça avec plaisir, mais c'est pas forcément pile le sujet, d'aujourd'hui et peut-être un peu plus de cet après-midi où j'interviens sur l'image du corps, diététique, image du corps. Bon,
Si je me présente autour de ça, c'est pour que vous sachiez le pourquoi du comment je me retrouve ici. Et donc, rapidement, comme on est dans une co-construction, hop, je vous propose que lorsque je vous dis le mot diététique, hein, diététique à la complexité du carrefour, carrefour de la complexité du vivant humain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je vous dis le mot diététique sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient? Sans réfléchir. Art de vivre, injonction, restriction, il ne fonctionne pas. Hop. Bien-être, habitude, habitude, régime, programme, hop, programme. OK. Donc j'ai art de vivre, injonction, restriction, bien-être, habitude, régime, programme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les associations d'idées un peu automatiques qu'on peut avoir vis-à-vis d'un sujet. C'est le début de nos représentations. Et ça, c'est fondamental de prendre conscience de ces représentations pour aller vers des changements qui nous apportent du bien-être. Voilà, bien-être, on est en lien avec le sujet. Et je le laisse juste là, on va y revenir juste après. Je vais faire toute la présentation, on va y revenir juste après. Je vais vous proposer un petit jeu là tout de suite. C'est bien droit. On est sur une ligne et on va imaginer, on va faire un jeu là tous ensemble, comme s'il y avait une ligne imaginaire qui traversait toute la pièce là tout de suite, ce cinéma. Hein, vous êtes spectateur, mais vous allez être acteur de ce film. Donc là, on a une ligne qui traverse toute la pièce. Et à gauche de la pièce, c'est plutôt d'accord. Et à droite, c'est plutôt pas d'accord. Donc ça va se passer debout, à part pour les personnes qui ont des difficultés au niveau physique. Vous pouvez rester assis si c'est trop difficile pour vous. Mais je vais vous inviter de vous lever là tout de suite. Allez-y. Oui. Oui. On peut observer ce que ça fait déjà là de se lever, de voir la différence, le point de vue qui change, l'attention qui peut bouger. Et je vous propose d'un petit peu vous regrouper au milieu là maintenant. D'essayer de vous regrouper au milieu, voilà, de dire coucou voisin, tiens, on se connaissait pas aujourd'hui. Ou on se connaît très bien plutôt. Et je vais vous proposer des affirmations. Et à partir de ces affirmations, vous allez me dire si vous êtes plutôt d'accord, en vous dirigeant par là, plutôt pas d'accord, en vous dirigeant par là. La représentation de chacun, il n'y a pas d'objectif de bien répondre. Il y a juste ce qui vous vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Allez, c'est parti. Il faut faire un régime pour perdre du poids. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Donc, d'accord, pas d'accord. Allez, on prend une décision. Allez. On prend une décision, c'est pas grave. C'est plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Ouais, on va aller par là. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici, du coup? Parce que j'ai décidé de rester dans l'état d'esprit juste avant la formation. Mais en vérité, je voulais aller là-bas, mais jusqu'à tout à l'heure, je pensais qu'il fallait, voilà, que je suis d'accord avec régime et voilà, mais depuis quelques heures, beaucoup moins. Donc, vous pouvez me donner votre prénom? Sylvie. Donc Sylvie, merci beaucoup pour votre retour. Vous êtes déjà en train de montrer que c'est en transition, en fait, que les représentations sont en transition. Donc vous pouvez un peu symboliser que vous êtes en train de marcher dans cette direction, en fait, comme ça, pour aller par là-bas. Super. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici, monsieur?
Bruno, moi, quand j'ai perdu du poids, c'est quand j'ai fait du régime. Après, je pourrais donc aussi aller donc de l'autre côté. J'y associe maintenant plutôt une recherche donc diététique, enfin, d'une approche donc de la nourriture donc plus saine, avec beaucoup donc d'activité physique, la retraite me le permettant, et je m'aperçois que les résultats sont pas là. Donc la connotation régime plus activité physique, c'est moyen, et par contre activité physique seule sans régime, c'est nul. Pour mon cas. Pour mon cas. Tiens, qu'est-ce qui fait que vous... Voilà, parce que je travaille au CODES. Voilà, c'est ça. Ça vous suffit? Pourquoi je suis ici? Parce que voilà, le régime, moi, ne m'a pas permis du tout de perdre du poids. Et que voilà, c'est pour ça que je suis là. Le régime, donc à partir de votre vécu, m'a pas permis de perdre du poids. Ouais. Moi, je voudrais débaptiser, ne plus appeler ça régime. Voilà. Donc débaptiser, vous souhaiteriez l'appeler autrement? Et vous avez une idée? Régime, c'est déjà une connotation de restriction. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle idée. Il faudrait trouver une idée. Mais en tout cas, moi, ce mot-là ne me plaît pas. Ça enlève le plaisir. Donc, voilà. Ça enlève le plaisir, ok. Et on a vu que le plaisir, quand même, on a eu une intervention juste avant, bien dosée autour du plaisir. Hein? Super. Ouais, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Ben, on m'a invité, moi. Tu viens ici, je t'ai dit. Tu viens de ce côté. Le régime, bon, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le concept de frustration, hein, d'obligation, frustration, c'est jamais bien, même si on boit du Vichy, mais c'est pas bon. Mais l'expérience montre que tout ce qui est contrainte ne peut pas aboutir sur la continuité. Hein, il y a toujours une rébellion quelque part, donc régime, enfin, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, ce concept-là ne peut pas me satisfaire en tant que liberté de mener mon corps comme je l'entends. Donc je ne vais pas frustrer ou obliger quelque chose qui ne viendra pas tout seul. Donc je suis pas d'accord. Voilà. Super, merci. Donc l'importance de la liberté. Liberté de mener son corps. Il faut écouter ses sensations pour perdre du poids. Il faut écouter ses sensations pour perdre du poids. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Oh, elle pique celle-là, hein. Ok. Être à l'écoute voilà, des sens, de ce que j'ai envie, du moment, etc. Je pense que c'est bon pour moi. Si quelque part je me fais plaisir avec le chocolat, je pense que c'est bon pour moi. Donc voilà, peut-être un peu par là aussi. Donc ça va être bon pour vous. Ouais. Ah. Est-ce qu'on écoute toujours ses sensations? C'est très difficile. Voilà. Donc, et est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de le faire? Donc un questionnement, est-ce qu'on écoute toujours ses sensations? Est-ce qu'on est capable de le faire? Ouais. Comment on fait pour le faire toujours? Et peut-être un retour par là-bas? C'est bien, ça me fait ma petite activité physique. Je crois que vous aviez participé juste avant. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici, du coup? Si j'ai bien compris la question, moi, ce sont plutôt mes intentions qui font perdre du poids. Et je ne joue pas sur les mots. Qu'est-ce que vous entendez par intention? Qu'est-ce que j'entends par intention? Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens si possible, de le réaliser. Ok. Donc j'entends quelque chose de l'ordre de la détermination? D'accord, ok.
que j'associerais à la liberté de mon voisin. Ok, merci. Et je vois que vous êtes un peu dans quelque chose d'entre deux. Ça vous va si je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez là? Oui, alors, donc moi, en fait, je suis étudiante en bêta diététique, je suis en reconversion professionnelle, je suis infirmière. Donc je me pose énormément de questions sur, ce que j'apprends, les injonctions, l'éducation nutritionnelle, enfin c'est, voilà, donc j'ai un peu de mal à me positionner, je me pose beaucoup de questions et pour moi l'écoute des sensations alimentaires, pour l'instant, j'en suis à me dire que c'est pas forcément pour perdre du poids, mais c'est pour plutôt, une prise en charge globale, de l'état d'une personne, voilà. C'est pas forcément pour, la recherche d'une perte de poids, pour moi, c'est aller au-delà. Ouais, donc c'est aller au-delà. L'écoute des sensations, ce serait aller au-delà d'une ce serait plutôt autour de la prise en charge globale. Super. Allez, on retourne au centre. Merci. Maintenant, on a quelques éléments. Donc, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Le diététicien, son rôle principal est de faire perdre du poids. Oui, bonjour Claire. Alors, sauf erreur, quand on arrive chez le diététicien, la première chose qu'il fait, c'est nous peser. Donc, à partir de là, ça sert quand même à quelque chose, hein. Ouais, donc il y a une expérience que vous avez peut-être entendue ou vécue vous-même, qui est que tout de suite, il y a un automatisme autour de la pesée. Donc ça associe autour de la perte de poids, c'est ça? Super. On va prendre un de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici du coup? Alors, je me serais retrouvée là-bas, dans un premier temps, parce qu'effectivement, quand on va chez un diététicien, la première chose qu'on fait, c'est d'être pesé. Mais en réalité, je pense que normalement, ça devrait, aller bien au-delà. Le rôle du diététicien n'est pas que pour maigrir, à mon sens. Vous avez entendu? Il y a des repères, de toute façon. Donc l'âge, le sexe, le poids, la taille, voilà. C'est quand même des critères, principaux. Ouais. Le poids peut être un déterminant de la santé. Le poids peut être un déterminant de la santé. Ouais. Ok. Mais plutôt pas d'accord du coup. Vous êtes dans le plutôt pas d'accord alors. Donc c'est pas. De la formulation. Aller chez le diététicien, ça veut dire: «Je dois perdre du poids. Je vais perdre du poids». Non, ça non. Le diététicien fait plein d'autres choses. Ok, merci. Donc, le diététicien fait plein d'autres choses. Donc je vous propose de vous replacer au centre et on va en faire une dernière. Le contenu de l'assiette est l'élément central de la diététique. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Ici, on a... Vous aviez déjà participé juste avant, non? Ok. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici du coup? Parce que je pense que la diététique, effectivement, ça étudie ce qu'il y a dans l'assiette de manière principale, mais bien sûr, tout ce qu'il y a autour est capital. Il ne peut pas, que ce soit la psychologie, la façon de vivre, enfin, voilà. Mais ça reste l'étude de ce qu'on a dans l'assiette pour moi. Ok, donc du coup, un regard plutôt nuancé, même si ça reste central du coup ce qu'il y a dans l'assiette. Et peut-être un retour de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a envie de dire un petit mot? Ouais. C'est aussi parce que je pars de ce que fait le patient pour pouvoir justement essayer d'adapter à partir de ce qu'il fait lui pour que le régime soit le régime, n'importe lequel de régime, il y en a plusieurs, soit accepté. Voilà, je vais pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas d'habitude de faire. Voilà, il vaut mieux un régime un peu moins beau sur le papier, mais qui puisse être suivi parce qu'adapté à sa culture, à ses moyens financiers, à sa façon de faire, voilà. Euh, Donc, c'était pas vous juste... Laurence, c'est ça? C'était pas vous qui disiez, il faut bannir le mot régime? D'accord. Vous avez remarqué que vous avez utilisé automatiquement? Ouais. Oui. Alors, Moi, je voudrais juste ajouter par rapport à cette assiétologie qui est un peu un symbole
stigmatisant pour le diététicien, c'est qu'en fait, il travaille sur le comportement alimentaire. Et donc, ça veut dire qu'il essaye de comprendre les représentations, c'est-à-dire les normes, les valeurs que la personne a, les opinions, les attitudes, les symboles même alimentaires, parce qu'il y a des symboles alimentaires qui sont très forts chez les personnes, comme l'huile d'olive dans le sud-est. Vous ne touchez pas à l'huile d'olive. Il y a des aliments sur lesquels c'est sacré. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il a une approche globale de la personne, de son mode de vie, il va comprendre les représentations, c'est-à-dire tous les moteurs qu'il a de décision alimentaire. Ça prend du temps de savoir quelles sont les valeurs alimentaires qui guident, qui peuvent être des valeurs religieuses. Ça prend du temps de comprendre les normes, qui sont aussi des normes qu'on a acquises, des normes d'hygiène alimentaire, tout simplement, de préparation culinaire. Il y a aussi toutes les opinions, on en a évoqué plein ce matin, toutes ces opinions sur lesquelles il y a possibilité de travailler. Et à partir du moment où il y a cette compréhension des représentations alimentaires qui sont complètement liées aussi aux représentations corporelles, il y a possibilité que la personne puisse trouver en fait des moteurs. C'est elle qui trouve, c'est pas le diététicien, finalement c'est elle qui va pouvoir dire comment. Nous, on est là juste pour dire comment je peux vous aider. Et donc c'est de donner, je veux dire, ces clés de compréhension pour que la personne, elle puisse, c'est elle qui va modifier son comportement alimentaire, c'est pas nous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à vous réinstaller. C'était simplement pour dynamiser, voir qu'il y a des regards différents, qu'on soit d'une posture différente, qu'on mette du vécu, et qu'il est rare de donner une réponse radicale en fait sur les choses. Il y a des nuances, et la nuance se trouve où? Dans la subjectivité en fait. Chez le mangeur. En fait, l'idée, c'est de s'intéresser au mangeur et pas uniquement qu'à l'assiette. Donc, un axe physiologique, on va les développer tous. Donc, il y a un pôle physiologique sur l'acte alimentaire. Un pôle plaisir. Ah bah tiens, il est là, lui, ce fameux plaisir. On va voir qu'il est rattaché beaucoup à la physiologie, à la dimension santé également, à la dimension identitaire ou sociale. Donc on va aller les explorer chacune, il n'y a pas besoin de les maîtriser là tout de suite. Donc le pôle plaisir, ça a déjà largement été évoqué, donc je vais aller assez vite. Ça joue un rôle prépondérant dans le rassasiement. Rassasiement, satiété, satisfaction, c'est les mêmes racines étymologiques. Le rassasiement, c'est une dimension qui est émotionnelle également. Pour pouvoir percevoir le rassasiement, j'ai besoin aussi de percevoir l'émotion de satisfaction associée. Et l'émotion, ça se passe dans le corps. Donc c'est une dimension qui va être physiologiquement complexe, le plaisir, et ça va avoir une dimension santé également. Plus vous êtes en lien avec votre faim, votre satiété, votre rassasiement, plus vous développez une autonomie alimentaire. Et on le voit qu'il y a des corrélations entre les personnes qui sont à l'aise autour de ça et le bien-être autour de l'alimentation. C'est une dimension aussi qui est subjective, le plaisir. Pas un truc qu'on impose, c'est comme ça. D'une culture à une autre, ça va être différent, il va y avoir des représentations différentes, il va y avoir des vécus différents, et c'est des choses qui sont ancrées dans le corps, dans la perception du corps. Donc forcément, c'est en lien avec la subjectivité. Et le plaisir, pas encore le plaisir, il est en tension intérieure. C'est-à-dire qu'il va s'ériger entre plaisir et culpabilité. On l'a déjà vu tout à l'heure, ce qui est étiqueté plaisir, Steve nous a dit, c'est Satan, c'est le diable. Ça peut être les représentations qu'il peut y avoir associées. C'est-à-dire que mon corps ne mérite pas de vivre du plaisir. Donc je vais culpabiliser. Il peut y avoir un peu de façon sous-jacente cette représentation-là. Et la rééducation au plaisir, et je dis bien éducation dans rééducation, ça demande un chemin, un cheminement, de l'attention,
un entraînement. Et donc, ça peut cheminer de différentes façons. Voilà pour le pôle plaisir. Je ne vais pas en dire plus parce que ça a déjà été beaucoup dit par Steve, notamment, et même par Virginie. La physiologie, hein, on va le rapprocher aussi avec le plaisir. L'importance de nourrir son corps. En fait, par exemple, Steve nous disait c'est important de ne pas mettre de règles autour de l'alimentation. Je crois que pour les patients qui souffrent de troubles alimentaires, ils sont tellement en distorsion par rapport à leur rapport au corps que la seule règle qu'on aurait dans l'alimentation, ce serait de nourrir son corps. C'est-à-dire une intention qui est au-delà de la perception qu'on a dans l'instant. Hein, ça va ça ou pas? Les personnes qui souffrent de gros troubles alimentaires sévères ont une perception qui est très à côté du réel. Très, très, très à côté du réel. Très éloignée, pardon. Pas très à côté. Ça va? Donc il y a l'idée de, s'il y a une seule règle, ce serait de nourrir le vivant en nous. Qu'on soit un petit chat, qu'on soit un être humain, il y a ce besoin-là. Au niveau identitaire, social, donc ça a déjà beaucoup été évoqué par Virginie, donc je vais aller assez vite. J'aime bien c'est une exposition qui a été faite où ils ont pris des familles du monde entier et ils ont mis une semaine des courses alimentaires en photo et ils se mettent devant. Vous avez à gauche une famille allemande, donc ça a été début des années 2010, hein, cette exposition, je crois. Et à droite, une famille d'Afrique subsaharienne. L'idée, c'est que l'intention en fait qu'il y a derrière, c'est de prendre en compte que d'une culture à une autre, on va avoir des modes, des codes qui vont être très différents. Au niveau identitaire social, de plus en plus, la question de l'éthique animale, on ne se nourrit plus uniquement avec des principes familiaux où on va avoir aussi une alimentation, un acte de manger qui va être très en lien avec l'éthique, la politique, la citoyenneté. Donc de plus en plus, des discours sur la protection animale est présent avec, par exemple, le véganisme, qui est une vraie philosophie antispéciste qu'il y a derrière, avec des vrais cadres de vie très, très précis, une vraie philosophie de vie qu'il y a derrière. Donc c'est très identitaire, du coup, comme façon de s'alimenter, radicalement. Et également pour une alimentation éthique et politique liée à l'environnement. Voilà, de plus en plus, on a des discours comme cela. Et donc, ça va faire des groupes sociaux différents, qui vont avoir des codes entre eux, des façons de s'alimenter entre eux. Je pense que Virginie pourra repréciser certaines choses autour de ça, hein, si jamais. La dimension santé, la dimension de représentation de la santé. Ça va pour le moment? Hein, on a plaisir qu'on a vu, physiologie, identité et sociale. Et on voit que dans chacun, il y a un peu de santé, il y a un peu de, il y a une interaction en fait à chaque fois. Ils sont pas isolés en fait. Virginie l'a déjà évoqué. Il y a une transition actuelle qui est que la tradition française, la gastronomie privilégiait beaucoup plus les mets, le plaisir auparavant, et aujourd'hui apparaît, il y a une médicalisation du discours autour de l'alimentation. Donc ça fait un certain temps. Et ça peut jouer du coup un rôle autour du plaisir. Il y a un risque, avec cette montée de la médicalisation du discours autour de l'alimentation, il y a un risque de venir diaboliser le plaisir. Et sauf que le plaisir, ça joue un rôle essentiel dans la satiété, le rassasiement. Donc le risque de diaboliser le plaisir, vous êtes déjà en train de favoriser un risque de déraciner la personne de son rassasiement, de sa satiété, de son autonomie alimentaire. Et donc de créer des troubles alimentaires. Ça va comme schéma là? Ce que je déploie ou pas? Ok. Et donc il y a une dimension identitaire sociale également. Je ne vais pas forcément manger avec... je vais être parfois en lutte avec des repas de famille si je suis un peu plus obsessionnel autour de
autour de l'alimentation, au niveau santé, etc. Bon. Également, dans santé, ça peut être intéressant de parler du savoir en santé des familles. Auparavant, vous m'arrêtez si je me trompe, mais lorsque on avait des soucis avec son enfant, lorsqu'on avait des soucis autour de l'alimentation, lorsqu'on avait des soucis de petits pépins physiques ou psychologiques, on pouvait se référer beaucoup plus aux parents, aux grands-parents. Il y avait beaucoup plus ce fonctionnement-là avant. Aujourd'hui, on va beaucoup plus, il y a une transition qui est anthropologique, on va beaucoup plus dans le savoir en santé des familles, avoir au niveau sociologique des familles qu'on appelle un peu, je crois, nucléarisées. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui est à Londres, un autre enfant qui est au Portugal, qui fait ses études, etc. Alors qu'avant, on était dans le même quartier, dans la même ville. Donc cette transition, cette transmission se faisait beaucoup plus. Donc on va faire beaucoup plus confiance également, du coup, au pouvoir médical, qui est d'ailleurs, quand on fait verbaliser le vécu des patients, qui est souvent associé comme un membre de la famille au bout d'un moment. Donc il peut y avoir cette transition-là. Également, Google. Attendez, je doute un petit peu de ce que disent mes parents ou mes grands-parents, je vais aller voir ce que dit Google. Qu'est-ce que me dit Google? Ah bah Google, il a dit autre chose. Et je fais ce geste-là, le geste de montrer le smartphone. Hein, on est tout le temps avec ça, là, de plus en plus. Moi, j'adore, hein, j'utilise beaucoup. Hein. Simplement, il y a une transition qui se crée autour de ça. On a une accessibilité au savoir qui est différent et qui n'est pas codé pareil, du coup. Ça va ou pas? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va pour le moment sur complexité de l'acte de manger, physiologie, plaisir? Tiens, il y a quoi d'autre dedans? Identité sociale, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et santé. Ouais, on est content. Bon, on est content, non? Allez. Vous connaissez ce mot, diaïta? Diaïta, c'est les racines étymologiques du mot diététique. Et qu'est-ce que nous dit les racines étymologiques? C'est un art de vivre autour de l'alimentation, diaïta. Ok, d'accord, mais c'est quoi art de vivre? Bah, art de vivre, c'est la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. D'être et de penser. Être et penser. Et où est-ce que se situe l'être ou la pensée, à votre avis? Dans votre cerveau pour vous? Dans votre cœur pour vous? Ouais? Les deux, cerveau-cœur, j'entends? Le corps. Ok. Bah oui. En fait, ça se situe au niveau du corps. Et d'avoir peut-être une attention particulière au corps dès la plus tendre enfance. Donc ça coupe, je trouve que ça coupe pas mal sur, quand vous dites à 10 personnes dans la rue le mot diététique, faites-moi un mot, associez un mot, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire régime, fruits et légumes, santé, restriction. Donc on est sur quelque chose qui est complètement perverti par rapport aux racines étymologiques, qui est l'extrême opposé. On est sur quelque chose qui est extrêmement restrictif sur les représentations sociales, versus les racines étymologiques, c'est extrêmement complexe, c'est le vivant humain autour de l'alimentation. Le mot régime également est galvaudé et il a perdu tout son sens parce que dans le mot régime, aujourd'hui, tout le monde entend restriction, perte du poids, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Des régimes, il en existe 8 milliards depuis aujourd'hui, quoi. Oui, et puis d'un temps à un autre aussi, ça va changer. Donc, bon, complètement d'accord. Et je pense que c'est en lien avec cette sémantique pervertie sur ce que c'est vraiment la diététique. C'est plutôt un mode alimentaire, le régime. Ouais. Feuille de route. Très bien. Feuille de route.
Feuille de route pour remplacer régime. On lance l'idée et puis on continue. Donc, contactez cette vie autour de l'alimentation. Au niveau physiologique, plaisir, santé, identitaire, social, comment contacter ceci? L'idée, c'est d'avoir... C'est avec le... Donc, ça se fait avec le corps, pour pouvoir contacter ce vivant. Et avec une attention particulière sur les différents pôles santé, identitaire, social, plaisir, physiologique, que le diététicien peut aller explorer avec le patient. Et l'inviter avec sa perception, ses émotions, ses sensations physiques, ses pensées qu'il a, les représentations qu'évoquait Virginie. La personne prend conscience de ce qui se joue en elle vis-à-vis de ces éléments-là, et elle est plus à même de pouvoir décider du coup. Elle gagne en sentiment de maîtrise. Elle auto-diagnostique mieux son besoin. Est-ce que ça va, ça? Ça va, je vous sens un peu... Ouais, ça va? Ouais? Allez. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de temps. Ouais, ça commence à être la fin, donc très rapidement, quel est le pôle qui compte le plus pour vous dans votre vie? Je vous laisse y répondre à l'intérieur de vous, dans votre tête. Et vous me faites un signe quand c'est fini. Le pôle de l'acte de manger. Est-ce que c'est plutôt plaisir physiologique qui est le plus important pour vous? Santé? Identitaire? Ok, c'est bon? Vous avez pu répondre à l'intérieur de vous? Excellent. Petite technique pédagogique pour aller un peu plus vite. Et puis pour sécuriser aussi la personne, qu'elle puisse répondre à l'intérieur d'elle sans forcément s'exposer. Et à votre avis, quel est le pôle qui sera le plus présent pour votre prochain repas? Là, je vois un grand sourire avec plaisir. Là, on le voit tout de suite dans le corps avec cette projection déjà. On va manger des frites. Des frites, des frites, des frites. Oui. Ouais, sans culpabiliser. Enfin, sans culpabiliser, il n'y a que les psychopathes qui ne culpabilisent pas en général, qui n'ont pas de remords. L'idée, c'est pas de pas créer des psychopathes non plus. La culpabilité peut être très utile. Elle peut nous amener vers la responsabilité. Oui. Bon, allez, j'avance. Ça va? Ouais. Et comme c'est une attention que l'on porte au corps, sur les différents pôles, qu'on peut contacter ça, je vous propose qu'on fasse ensemble un petit exercice, un peu ce même exercice, mais maintenant, comme si on pouvait faire résonner ce mot dans votre corps. Donc je vous propose, en vous installant confortablement dans le ciel, vous êtes sur votre nuage, tranquille, avec... Donc je vous propose de vous installer confortablement, on va faire une expérience pour faire résonner ce mot diététique. Et pour ça, souvent, comme il peut y avoir des images qui peuvent apparaître, ça peut être intéressant de fermer les yeux. En fermant les yeux, on a plus facile pour vous aller dans l'imaginaire. Si c'est trop difficile pour vous de faire cette expérience, n'y allez pas, pensez à autre chose, voilà. On peut faire autre chose, allez dans votre téléphone si vous voulez. Et donc, déjà, comme ça se passe dans le corps, je vous propose d'aller à la rencontre de ce corps quelques instants. Et parfois, quand on propose ça, il y a parfois du blabla dans le mental. Il peut y avoir qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison? Oh là là, tout ce que j'ai à faire tout à l'heure. Je mangerais bien un cookie. Ou des frites, des frites, des frites. Donc ça, c'est un peu le monde des pensées. Il peut y avoir des images aussi. Et je vous propose d'aller dans votre corps, là, rapidement, au niveau, comme si on faisait un petit état des lieux. Il y a juste à porter attention sur ce qui se passe, là, au niveau de votre mâchoire, par exemple. Est-ce qu'elle est plutôt relâchée ou plutôt serrée, votre mâchoire? Dans l'intention d'un état des lieux, on est curieux, observateur. On peut aller voir nos épaules, est-ce qu'elles sont plutôt relâchées ou plutôt contractées? On peut descendre au niveau de la poitrine, sentir peut-être le contact des vêtements à certains endroits, la respiration, les battements du cœur. On peut descendre au niveau de l'abdomen, peut-être sentir que, oh là là, des frites ici.
avoir faim ou pas du tout, justement. Ça respire aussi. On peut sentir le contact des vêtements. On a les fesses et les cuisses posées sur le siège. On va sentir juste le contact. Et les pieds à plat sur le sol. Et dans cette expérience, en prenant une grande inspire, comme si on pouvait exagérer le mouvement, voilà, comme si on l'accueillait. Si je vous dis le mot diététique, quelles sont les pensées qui vous viennent, les ressentis peut-être corporels, les émotions? Voilà, on peut prendre une deuxième grande inspire. Comment ça résonne dans votre corps diététique? Et dès que c'est bon pour vous, uniquement dès que c'est bon pour vous, je vous propose de commencer à réouvrir les yeux et à être attentif à ce qui va se passer là. On est allé dans le corps. Le corps, c'est où il y a le cerveau, c'est où il y a le cœur, comme ce qui a été dit. Donc c'est intéressant d'aller voir, de porter une attention sur ce qui se passe au niveau de nos pensées, de nos émotions, ce cœur, au niveau symbolique, mais aussi des sensations corporelles. Et je vous propose, du coup, de me dire ce qui vous vient, ce qui vous est venu là comme ressenti en lien avec le mot diététique. Faim, envie, plaisir, émotion, équilibre, faire du bien. Apaisement, il y en a plusieurs. Rayon diététique. Rayon diététique. Ouais. Après, par exemple, rayon diététique, je le visualise comme une association d'idées. Ce qui peut être intéressant, c'est d'associer, c'est comment pour moi, là, quand je contacte cette image? Est-ce que c'est plutôt agréable, plutôt désagréable? Est-ce que ça crée de la tension? Est-ce que ça crée plutôt de la détente? Ou c'est plutôt neutre? Je m'en fiche. Je vous vois grimacer. Plutôt négatif. Ouais. Donc là, ce qui vient de se passer, là, c'est une vraie compétence qu'on peut aussi avoir chez le diététicien. C'est de voir les réactions corporelles de la personne et de les reformuler. Tiens, je vous vois grimacer. Hop, la personne, on est déjà en train de l'entraîner à aller vers son corps, à prendre conscience qu'il y a des réactions corporelles en lien avec des états. Et plus on est conscient de ça, plus on arrive à prendre des décisions pour aller vers un bien-être. Ça va tout ça? Ok, on commence à faire du lien. Ok, donc on a... Après, c'est biaisé parce que vous aviez eu 2 interventions avant. Mais on a pour diététique art de vivre, injonction, restriction, bien-être, habitude, régime, programme. Et là, on a faim, envie, plaisir, émotion, équilibre, faire du bien, apaiser x2, rayon diététique. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez les deux Des bonnes résolutions là-bas? Il y a des représentations qui ont bougé? C'est tout? Ok. Il y a un lien au corps qui a été très suggéré par moi, du coup, dans la proposition que j'ai faite. Effectivement. Super. Ok. Donc, bien sûr, je propose cet outil-là plutôt avec les patients qui souffrent de troubles alimentaires, où ils ont des représentations de la diététique et de l'acte de manger qui peuvent être très restrictives, et de façon éducationnelle, on peut faire ce que vous avez vécu, comme on est un groupe maximum de 8 ou 10, donc c'est quelque chose qui est plus dans l'interaction et plus participatif pour eux,
et moins dans passivement à attendre que je vous transmette le savoir. Pour voir que les représentations peuvent bouger. Ça, c'est très important, hein, ce qu'évoquait Steve, hein, il y avait les croyances alimentaires qu'on peut projeter et de voir que ces croyances-là, on peut déjà les modifier, voir qu'on peut avoir déjà des perceptions différentes, des nuances qui apparaissent. Et en prendre conscience, c'est précieux. Je vais faire un petit peu de pub pour moi-même, quand même. Je me permets. Je donne des formations sur les sujets comme cela, hein, sur notamment l'image corporelle et la pleine conscience, comment accompagner l'insatisfaction corporelle qui est en consultation diététique, qui est une formation qui est. Alors, cet après-midi, je vais faire une intervention sur diététique et image du corps. Donc, ça va être plus en lien avec ça. Mais je le co-anime avec une psychomotricienne experte des TCA, qui est une amie. Voilà, on va faire ça à Montpellier, donc ça dure 3 jours avec du e-learning. On a un classique que je propose sur les outils de l'alimentation en pleine conscience adaptés aux diététiciens. Hein, mon travail, c'est de l'ingénierie pédagogique aussi, donc c'est d'adapter des formations en lien avec des besoins d'un public. Donc l'alimentation en pleine conscience, on ne l'a pas forcément vu pleine conscience, mais c'est un entraînement à l'attention autour de l'acte de manger. Et l'acte de manger, vous avez vu, c'est quelque chose qui est global. Ce n'est pas uniquement autour de l'assiette. Manger en pleine conscience n'est pas que pendant un repas. Donc ça dure 4 jours avec du e-learning. Je donne une formation aussi en entretien motivationnel. Je fais de la super... Vous aussi? Ouais. Pardon. Oh pardon. Vous aussi peut-être, vous aviez dit? Ok, vous faites référence à la posture peut-être, à certaines choses comme ça? Toutes les choses que vous pouvez dire, etc., puisque j'ai eu le loisir de participer à la formation proposée par le CODES, et du coup, j'ai reconnu plein de choses que j'ai appris avec eux. Donc, je me dis que ça peut me servir moi dans mon métier futur. Donc, voilà, une petite analyse, juste une petite parenthèse. En tout cas, super, bravo. C'est une vraie compétence aussi de pouvoir repérer par rapport à une pédagogie. Tiens, je repère qu'il y a des trucs que j'ai appris, etc. Donc ça veut dire que vous êtes approprié pas mal la formation, j'imagine. C'est un signe. Donc merci beaucoup pour votre attention. Oui, j'avais juste une petite question. Je me suis régalée depuis ce matin. Je trouve fort intéressant tout ce que vous essayez de transmettre. Peut-être que c'est prévu au programme, hein, peut-être qu'on verra ça cet après-midi, mais moi, il me manque quelque chose de fondamental. Vous avez beau mettre en place tout ce que vous nous avez proposé ce matin, mais si on n'y intègre pas, avant tout, à mon avis, mais c'est que mon humble avis, la gestion du stress, on n'arrive nulle part. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Après, je sais pas si c'est prévu au programme cet après-midi, je n'ai pas forcément tout regardé dans le détail. Mais voilà, tout ça, ça me paraît super, c'est vachement intéressant. Mais si on n'intervient pas pour aider les personnes à gérer leur stress, ils peuvent faire tous les régimes du monde possibles, ils peuvent appliquer une quantité d'informations qu'on a appris ici ce matin, qui me paraissent super intéressants. Mais tant que la personne sera stressée dans sa vie au quotidien, elle arrivera difficilement quelque part. Mais merci pour votre intervention, elle était super chouette. Est-ce que j'ai 30 secondes? Tout à fait. J'étais sur quelque chose qui était très global. C'est dans la dimension subjective qu'on s'intéresse à ça, sur le corps, les perceptions du corps au contact des représentations de la santé. Est-ce que ça me génère du stress? Dans quelle situation ça peut me générer du stress? Dans quelle situation c'est plus calme pour moi? Quand je suis seul, quand je suis en convivialité, quand je mange tel aliment ou quand je mange un aliment plus gras. Donc ça, c'est dans la subjectivité. Et là, il y aurait du coup la gestion des émotions, du stress, les sensations alimentaires qui ont été évoquées aussi. Mais tout à fait, on travaille énormément ça. Un diététicien qui est sur le comportement alimentaire s'intéresse forcément à ça. Moi, je me pose la question sur l'évolution du métier de diététicien parce que moi j'ai l'intime conviction que quand même tout passe en partie quand même par le cerveau. Et je me demande si être dans une dynamique de
comportement alimentaire, si on ne fait pas une recherche sur soi et vraiment avec un psychologue, si ce ne sont pas justement des métiers qui sont amenés à évoluer l'un avec l'autre, est-ce que et faire vraiment une thérapie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, comportementaliste diététique, sans l'accompagnement d'un psychologue ou d'une psychothérapie, c'est pas voué quand même un peu à l'échec. C'est recommandé dans beaucoup de pathologies, l'accompagnement de personnes qui souffrent de pathologies et notamment qui souffrent de troubles alimentaires, qu'il y ait une pluridisciplinarité où on intègre le diététicien avec le psychologue et un suivi avec, notamment avec dans les TCA, un psychiatre spécialisé TCA et ou un médecin endocrinologue nutritionniste spécialisé des TCA, spécialiste des TCA. Donc forcément, ça s'intègre dans une pluridisciplinarité. Simplement, la recherche et inviter la personne à aller dans une introspection, que ça soit corporelle, de son vécu, n'est pas réservé aux psychologues. Ce n'est pas un champ de compétences qui est uniquement réservé aux psychologues. Juste, la relation humaine, c'est ça. Et favoriser le changement, c'est inviter la personne à... La base, c'est l'inviter à être observatrice de son vécu. Pour amener à la prise de conscience, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord que ça se fait dans une pluridisciplinarité et qu'il y a de meilleurs résultats dans une pluridisciplinarité. Donc madame disait que ça demande d'être prêt avant d'aller voir un psychologue. Tout à fait. Et j'ai plein d'expériences où la contrainte a été très salvatrice. Ouais. Typiquement, il y a beaucoup de cas particuliers où moi j'ai travaillé en psychiatrie beaucoup. Dans un service spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires et où on avait des soins sous contrainte. Des personnes qui arrivaient avec des IMC à 10, qui allaient même pas dans le service spécialisé TCA, qui étaient hospitalisées en soins sous contrainte, c'est-à-dire qu'elle est trop dangereuse pour elle-même et pour la société, et que du coup, ça lui a sauvé la vie d'aller dans un service de nutrition pour aller ensuite, de renutrition pour aller ensuite en service de TCA, et ça a bouleversé sa vie. Donc, si on n'est pas dans ce cas-là, je pense que c'est toujours meilleur si on sent qu'on a une attente autour de ça. Mais parfois, c'est tellement le bordel à l'intérieur de nous que pour clarifier nos attentes, juste de se poser et être en relation avec quelqu'un, ça peut aider à faire du tri, de poser les choses, de prendre conscience. Ah ouais, il y a tout ça comme bordel. Et je me rends compte que j'ai besoin de ça. Et là, ça peut stimuler la demande à aller voir un psychologue, par exemple. Et j'ai l'impression que, là, par exemple, j'entends c'est pour tout. J'ai l'impression que si vous voulez construire une vie familiale, affective aussi, si vous voulez aussi, dès qu'il y a un engagement particulier, il y a un risque.